Située au sud-est de l'Afrique, dans l'océan Indien, l'île de Madagascar semble offrir à ses habitants un morceau de paradis. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Derrière les cris et le rire des enfants se cache la réalité d'un quotidien rude, précaire, toujours fragile. L'identité de ce peuple ne peut pas se résumer à son faible niveau de vie. Les traditions se perpétuant de génération en génération sont la richesse des Malgaches, notamment le culte des ancêtres hérité de leurs origines indonésiennes. Ces traditions constituent le lien social unissant les 18 ethnies qui composent la population du pays. L'île Rouge, également surnommée l'île continent, est la plus vaste de l'océan Indien. Avec 20 millions d'habitants, elle est également la plus peuplée. Sur la côte sud-ouest vivent deux ethnies différentes et complémentaires. Les Veizu, dont le mode de vie est entièrement tourné vers la mer, et les Massikour, vivant à l'intérieur des terres. En utilisant les moyens de transport propres à chacune de ces deux ethnies, nous allons parcourir leur territoire à la découverte de leur quotidien, de leurs traditions et de leurs croyances. Notre route nous conduira de Saint-Augustin, où passe le tropique du Capricorne, à Morundave, capitale de la région Ménabé. Longtemps fréquentée par les pirates qui, au XVIe et XVIIe siècle, venaient trouver refuge dans cet estuaire entouré de falaises, Saint-Augustin s'étend dans toute l'embouchure du fleuve Onilai. Aujourd'hui apaisé, le village est peuplé de pêcheurs appartenant à l'ethnie Veizu. Quand on fait une bonne pêche et qu'il y a beaucoup de poissons, on va le vendre à la ville. Et quand il y en a peu, on le garde pour nous, pour le manger à la maison. On fait aussi du poisson séché. On le garde et quand les sacs sont pleins, on les emmène en ville. Regardez, ça c'est le poisson qu'on vend. Et avec l'argent, on achète des gros sacs de manioc qu'on revend ici au village. C'est grâce à ça qu'on a pu construire notre maison ici. Arrête de faire le beau devant la caméra. Il pense qu'il va passer à la télé. Tu rêves, tu rêves. C'est important de bien entretenir nos filets. Tout le monde au village vit grâce à ça. C'est vraiment notre outil de travail. Guillaume, lui, a choisi de gagner sa vie avec un autre instrument de travail, le kabos, la guitare traditionnelle malgache. Ce kabos, je l'ai fait moi-même en une journée. Mais il faut quand même une semaine pour le faire sécher. Et quand c'est bien sec, on peut mettre les cordes. Enfant, je voyais les gens qui jouaient. Et ça m'a donné envie de faire pareil. Alors j'ai construit le mien et j'ai appris à jouer. Aujourd'hui, je suis au pied des falaises pour m'amuser. Car ici, il y a un bon son. Mais cet instrument me permet de vivre. C'est mon métier. J'anime les bals, les soirées. Et quelquefois aussi les trumbas, les trans malgaches. Ce kabos, c'est ma vie. Et la musique, c'est ma liberté. Les sacs de riz ont une double utilité à Madagascar. Leur toile, une fois ouverte et recousue,
sont des voiles rudimentaires mais efficaces sur ces pirogues qui, en quelques heures, permettent d'atteindre au nord le village de Sarodran. Posé sur une minuscule langue de sable, ce petit hameau est le berceau de l'ethnie Veïsou, comme l'explique le professeur Victor Simon, enseignant et chercheur en géographie. Sarodran est vraiment à l'origine des Veïsou. De ce village proche de la ville de Tuliar, les hommes sont partis vers le nord avec leurs pirogues. Ils se sont installés tout au long du littoral ouest pour former ce que l'on nomme aujourd'hui l'ethnie Veïsou. L'identité de ce peuple s'est construite autour de son activité maritime. Celui qui réside sur ce littoral et vit grâce à la mer, celui qui connaît l'art de la navigation et de la construction de pirogues, celui-là fait partie de cette communauté. Depuis toujours, ici, on construit des pirogues pour aller sur le lagon. C'est mon père qui m'a appris ce travail. C'est notre tradition. Ça fait juste 15 jours que j'ai démarré. Et demain, quand j'aurai fini de raboter, je passerai de la graisse partout pour protéger le bois. Après-demain, si tout va bien, je pourrai commencer à m'en servir. En langage populaire, Veïsou, cela veut dire le rameur. Ici, ce mot prend tout son sens. La pirogue à balancier avec laquelle il navigue est vraiment l'outil emblématique de cette ethnie. Elle est utilisée pour le transport des marchandises et des passagers, mais aussi bien sûr pour la pêche. Pendant que les hommes partent au large, les femmes et les enfants se partagent le lagon. Ce qu'on fait ici, c'est simple. On ramasse des petits crustacés comme ça. Je fais ça avec mes frères et sœurs qui sont ici. On vient quand la mer est basse et l'on en trouve beaucoup, vous savez. Avec ça, on peut faire un bon accompagnement pour le riz. C'est très bon avec une sauce tomate. On vient tous les jours pour en trouver. Enfin, presque tous les jours. C'est vrai, il faut que la marée soit favorable. Sinon, il y a toujours autre chose à faire. Par le canal du Mozambique. Les eaux calmes de la côte ouest de l'île permettent de se déplacer de village en village. De même que les Veïsous sont naturellement tournés vers l'eau et la pêche, les Massikours, ces autres habitants du littoral, sont résolument tournés vers l'élevage et l'agriculture. Compagnon quotidien et indispensable, le zébu, animal patient et robuste, aide en permanence les Massikours dans leur transport et l'acheminement des matières premières, en tirant leurs charrettes cahotantes sur les chemins de brousse. Nous, on préfère vivre ici dans les terres plutôt que vivre là-bas au bord de l'eau. C'est ça notre différence avec les Vèzes. Mais ça ne nous empêche pas de faire des échanges avec eux. Ils nous donnent des produits de la mer et nous ceux de la terre. On plante du manioc, du maïs et quand c'est la saison, on cultive des patates douces. Ici, ça pousse bien, vous savez. On fait également de l'élevage. On a des zébus, des chèvres et des poulets qui courent un peu partout. C'est ça notre nourriture et c'est comme ça que l'on travaille. Mais il y a des choses plus essentielles que le travail. Ce sont les traditions. Ça, c'est très important. Vous savez, ici, il y a beaucoup de choses à respecter, beaucoup d'interdits et d'obligations. Les ancêtres reviennent régulièrement dans nos esprits pour nous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Souvent, on se réunit et l'on va faire des offrandes à l'arbre sacré qui a sauvé le village de l'inondation. Ça s'est passé à l'époque des rois.
Fiami symbolise le sauvetage de notre village. Il a 700 ans. À cette époque, chaque année, à la saison des pluies, le village était menacé par l'inondation. Une année où il a beaucoup plu, la rivière toute proche a commencé à déborder. Le sorcier a fait un tirage divinatoire, puis il a dit « Les dieux réclament un sacrifice. Ils veulent que vous sacrifiez une jeune fille vierge, que vous l'enterriez avec une racine de Fiami, entre le village et la rivière. » Le roi a dû suivre ces directives. La rivière s'est détournée de son cours normal et le village a été sauvé. Quand l'arbre a commencé à pousser, des gens ont coupé des branches et alors, du sang est sorti du tronc. Depuis, tout le monde pense qu'il est sacré et qu'il est habité par des esprits. Alors on vient ici pour prier et faire des vœux. La plupart du temps, ils sont exaucés. Alors les gens reviennent pour faire des offrandes. Tuléar. Cette capitale de région est une bourgade d'une centaine de milliers d'habitants. Carrefour commercial, elle se trouve à la croisée des pistes du Sud. La gare de Taxi Brousse est le lieu le plus animé de la ville. Les camionnettes vont emprunter la RN7, qui par 950 km de route goudronnée rejoint la capitale, Tananarive. Les camions, eux, vont s'aventurer sur les pistes plus chaotiques qui suivent le littoral en direction du nord. Il faut 20 heures pour parcourir une centaine de kilomètres. Le camion est le seul moyen de locomotion et de transport vers les villages de brousse. Il s'arrête donc très régulièrement pour embarquer de nouveaux voyageurs, mais aussi pour charger de nouvelles marchandises. La majorité des passagers ne sont pas simplement là pour voyager. Ce sont des collecteurs qui acheminent les produits de première nécessité vers la brousse ou les produits de la brousse vers la ville. Sacs de charbon, de bois ou de ciment, planches ou paniers de poissons, les dockers trouvent toujours une place pour caser les nouveaux arrivages. Ces aides-chauffeurs sont là pour assurer le chargement et déchargement des marchandises, mais également pour défricher la piste en cas de nécessité ou réparer en cas de panne. La population de Madagascar est très jeune. La moitié des Malgaches a moins de 18 ans. L'arrivée dans chaque village offre le spectacle d'une multitude d'enfants. Leurs jouets, qu'ils fabriquent souvent eux-mêmes, symbolisent l'attachement à leur culture. Passé l'heure de la détente, ils prennent leur part du travail des adultes. Nous vous emmenons dans notre village, Ranoubé. Il s'appelle comme ça, car juste à côté, il y a un grand lac. Ranoubé, ça veut dire là où il y a beaucoup d'eau. Chez nous, il y a toutes sortes d'activités. On cherche des patates sauvages dans la forêt. On chasse le hérisson. On cherche du miel. C'est comme ça que l'on vit ici. Mais notre travail principal,
Comme le lac n'est pas loin, c'est la récolte du vunj. C'est une sorte de petit roseau qui pousse dans l'eau. Avec ça, on peut faire des maisons et des toitures. On en vend un petit peu partout dans la région. On le récolte, on en fait des fagots, et puis on part le vendre. Mais on va attendre d'arriver chez nous, et vous verrez tout ça demain. L'arrivée au village réserve une surprise. La trumba est une coutume malgache. C'est une transe qui permet de communiquer avec les ancêtres. Quand un malheur arrive, ça veut dire que quelqu'un s'est mal conduit. Alors les esprits nous punissent. Les trumbas, comme aujourd'hui, permettent de discuter avec eux pour comprendre et traiter le mal. Ça les apaise et ça rétablit l'ordre. Pendant la cérémonie, cette femme était habitée par l'esprit d'un ancêtre. Elle a pu négocier avec lui en dansant. Mais quand l'esprit s'en va, la danse se termine et le corps est complètement vidé, épuisé. C'est ça notre coutume. Il faut respecter les ancêtres et négocier souvent avec eux pour ne pas avoir de problème avec les esprits et les morts. Voilà, c'est ça le vunj. Là, il est déjà sec et prêt à être livré. Aujourd'hui, je retourne au lac en chercher d'autres. Là-bas, il y a déjà ma famille. Depuis hier, ils coupent, parce qu'il m'en faut beaucoup pour ma livraison de demain. Je vais partir loin en charrette pour le vendre. Le lac est à 3 km du village. Il ne faut pas longtemps pour y aller. Mes enfants y sont déjà. Vous verrez, c'est très joli là-bas. On y sera vite maintenant. Dès qu'il est coupé, il faut le mettre à sécher. Voilà, comme ça demain je pourrai le prendre en partant. À Ranubé, il y a beaucoup de vunj. Du coup, on a beaucoup de travail, car les gens sont obligés de venir chez nous, commander le matériel pour faire leur maison. C'est ça notre chance. Les villages sur la côte, ils n'ont pas tout ça. Alors moi, je leur livre. C'est comme ça que l'on fait nos maisons ici, en roseau. On les aligne et on les fixe comme ça, regardez.
Ça fait une bonne structure que l'on recouvre ensuite de vouge. On fait aussi la toiture comme ça et c'est terminé. Le lagon, qui s'étend sur une distance d'environ 300 km, du sud de Saint-Augustin jusqu'à Murumbe, est constellé de petites îles, visitées régulièrement par des pêcheurs originaux. Depuis le 15 mars, on a quitté Murumbe pour établir notre campement sur cette île. On est des pêcheurs nomades. Être nomade, c'est ça la vraie tradition des Vèzes. Aujourd'hui, beaucoup restent dans leur village. Nous, on préfère venir ici, car il y a beaucoup de poissons. Nos femmes partent sur la grande terre pour vendre notre pêche, ou bien elles font du poisson fumé. On se lève tôt pour partir à la pêche, car on ne travaille que le matin. Et quand on rentre, c'est pour manger. Environ vers 2 heures de l'après-midi, on mange un bon gros poisson et on fait la fête. Mais pour le moment, ça va être l'heure d'y aller. Alors on va vous laisser. Le chanteur piroguier et son camarade monnaient une partie de leur pêche auprès d'un collecteur en arrivant dans leur village. L'argent ainsi obtenu pourra être utilisé pour accéder à la fête qui se prépare. Les distractions sont rares en brousse. Le quotidien est souvent synonyme de travail, mais aujourd'hui, une sono diffuse de la musique. Tout le village se rassemble. Des groupes de garçons se constituent qui se préparent pour un affrontement symbolique sous l'œil des jeunes filles attentives. Le moringue, c'est une lutte où les garçons s'affrontent pour montrer leur courage et leur agilité. Ce n'est pas seulement un combat, c'est un peu comme une danse où l'on se provoque. Mais il faut quand même montrer qui est le plus fort, surtout devant les filles. Ce n'est pas méchant, c'est seulement pour se faire remarquer par les filles. On combat en rigolant. C'est pas une compétition, c'est juste un jeu. À la fin, tout le monde reste amis. Et le soir, on se retrouve tous pour faire la fête. Dans l'attente du lever du jour, les marins se préparent au départ, sur de superbes bateaux, frères jumeaux de nos goélettes. Ces navires ont une double résonance dans l'histoire malgache. Pour les Vèzes, posséder une goélette comme ça, c'est aussi important que d'avoir des enfants.
C'est une véritable fierté pour eux. Ces bateaux symbolisent l'élévation du niveau de vie pour toute une famille. Ils représentent la preuve d'une grande réussite sociale. C'est une richesse, comme vous dites chez vous, un symbole de grande réussite. Alors, ceux qui ont la chance d'être propriétaires d'un de ces bateaux leur donnent toujours un nom. À bord de cette goélette, c'est moi le capitaine. On fait toutes sortes de transports. Ça dépend des clients que l'on trouve. Dès qu'on arrive quelque part, on commence à chercher des marchandises à transporter. On fixe un prix à la tonne et on embarque. Le transport en goélette marche bien, parce qu'on peut atteindre des villages mal desservis par les pistes. Nous, on peut aller partout. Notre faible tirant d'eau nous permet de rentrer dans les embouchures des fleuves. Et on peut même s'échouer sur le sable à marée basse. On emmène les produits de première nécessité vers la brousse et on ramène les produits de la brousse vers les villes. On a beaucoup de clients parce que notre transport n'est pas cher. Les goélettes malgaches sont restées traditionnelles. Les dépenses sont quasiment nulles car ils font tout à la voile. Vous savez, les gens sont comme ça ici. Ils sont très attachés à leurs coutumes. Ils refusent complètement la modernisation à moteur. Les Vezou préfèrent naviguer avec le vent. Même si le voyage n'est pas rapide, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de conserver les traditions de leurs ancêtres pour naviguer. C'est ça le plus important pour eux. Les Vezou connaissent la navigation de façon empirique. C'est comme un don. C'est parce qu'ils connaissaient déjà les pirogues que c'est facile pour eux d'apprendre à piloter les goélettes. La plupart ne savent ni lire ni écrire. Ils ne se servent pas de cartes, ni de compas, ni de boussole. Ils savent tout juste où se trouve le nord et où se trouve le sud, mais ils sentent la mer. À bord, on n'a pas d'instrument de navigation. On fait tout à vue, mais il n'y a pas de problème, parce qu'on connaît bien cette côte. On écoute le bruit de l'eau. Si on entend des remous, c'est qu'il y a un récif pas loin. Moi, je reste à la barre et j'appelle les matelots. Vite au travail. Il y a un problème. Il faut qu'on vire de bord. Pour savoir comment va évoluer la météo, on regarde se former les nuages. La nuit, on profite de la lumière de la lune et l'on observe les étoiles. Dès qu'on en repère une qu'on connaît, on suit sa direction. Pour savoir si on s'éloigne trop des côtes, on regarde la couleur de l'eau. Si elle est bleue très foncée, c'est qu'on est trop loin et qu'il faut changer de cap. Depuis tout jeune, je navigue avec les anciens. C'est comme ça que je suis devenu capitaine. Mon équipage fera pareil. Ils sont là depuis longtemps pour apprendre les traditions.
C'est intéressant de savoir comment se constituent les équipages. Pendant les vacances scolaires, beaucoup d'élèves ont envie de connaître la vie à bord des bateaux. Ils se disent, on va profiter des vacances pour partir en voyage, avec nos grands frères sur une goélette. Mais quand les vacances se terminent, ils sont déjà très loin de chez eux. Pendant que les autres retournent étudier, eux poursuivent leur voyage et ne reviennent jamais à l'école. Ils se forment sur le tas et deviennent matelots. En travaillant à bord, j'ai pu économiser. Et voilà, je me suis acheté ça. J'aime bien faire des photos. Un peu partout où on passe, j'en prends beaucoup. Comme ça, j'ai des souvenirs que je peux montrer quand je rentre à la maison. On ne va pas tarder à décharger. La mer est encore un peu haute. Mais dès qu'elle baisse, on s'y met. On a tout un chargement de palmes de satch à livrer. Je fais cette maison pour mon fils, car, avec ma femme, on lui donne un champ, là, juste derrière. On attend la pluie pour planter des patates douces. Ici, il y avait du maïs. Mais maintenant, la saison est finie. Alors on prépare le champ pour autre chose. C'est pour nos enfants que l'on fait ça. Pour le moment, il n'y a que le grand avec moi. Les autres vont arriver plus tard. On va ramasser du pois de cap. Le pois de cap, ce gros haricot blanc, est la spécialité de la région de Murumbe. Il est cultivé dans de petites exploitations familiales. Les jours de récolte, enfants et adultes se retrouvent dans les champs. La prochaine étape, distante de 120 km, est un village important de la côte ouest, Bello-sur-Mer. Cette pirogue, c'est la mienne. Elle porte un nom spécial. Je l'appelle la fusée parce qu'elle est vraiment très rapide. Je peux aller de Murumbe à Bello en un seul jour. Elle est connue pour ça dans la région. Je fais du transport et elle me permet de gagner ma vie. Quand je rentre avec de l'argent, je vais dans les bars. Et au bal aussi, bien sûr. Il y a des filles, de très jolies filles. On danse, on boit, on fait la fête, quoi. C'est vrai, je dépense beaucoup d'argent pour m'amuser. Mais j'essaie d'économiser aussi. Car mon rêve, c'est de me payer une goélette.
Le rêve de ce piroguier sera certainement atteint un jour, car par chance pour lui, son village, Bello-sur-Mer, est le chantier de construction navale le plus important de la côte ouest de Madagascar. Tout a débuté en 1863 lorsque le roi malgache Radama II fit une demande spécifique à Napoléon III. Il lui demanda d'envoyer des ingénieurs pour enseigner aux Malgaches l'art de la construction des goélettes. Napoléon accepta. Et c'est un ingénieur de Bretagne qui fut désigné. Il quitta ses côtes bretonnes pour rejoindre celles de Madagascar. Malheureusement, quand il arriva, Radama II avait été assassiné et remplacé par la reine Ranavalona qui était hostile aux Européens. Le charpentier de marine français dut prendre la fuite. Et après un long périple, il finit par s'installer à Bello-sur-Mer. C'est là qu'il commença à enseigner la construction des goélettes aux Vezo. Les marins Vezo furent ravis de voir cet étranger venu chez eux pour leur apprendre à construire ces gros bateaux. Depuis, ce savoir-faire s'est transmis de génération en génération et aujourd'hui, près de 150 ans plus tard, le chantier naval de Bello-sur-Mer est réputé dans tout Madagascar. Moi, je vis dans le nord, à Saint-André, près de Majinga. Je suis venu ici pour faire construire mon bateau, parce qu'à Bello-sur-Mer, je savais que j'allais trouver les charpentiers de marine les plus expérimentés. C'est pour ça que j'ai fait tout ce chemin. Le travail a débuté le 14 juin, ça n'avance pas trop mal. Si on n'a pas de problème, à la fin de l'année, je pourrais commencer à naviguer. Il faut environ 1 an pour faire un gros bateau comme celui-là. Tout le travail démarre avec cette grande hache. On part dans la forêt, qui est à 3 ou 4 km, et on amène aussi un gabarit que l'on pose directement sur les arbres pour choisir les membrures que l'on veut pour la goélette. Pour un bateau de 25 ou 30 tonnes, il faut en réunir entre 400 et 500. C'est un long travail qu'il faut faire avant de commencer l'assemblage. À ce stade de la construction, on doit partir chez les Massikours, ceux qui vivent loin dans la forêt, là où il y a de grands arbres, car ce sont eux qui nous fournissent les planches. Nous, les Massikours, on sait bien travailler le bois, parce que nos ancêtres faisaient ça depuis longtemps déjà. Alors, les constructeurs de bateaux nous commandent la fabrication de planches, car eux n'ont ni les connaissances, ni les outils pour faire ce travail. Sans nous, ils ne pourraient pas terminer leur goélette.
Quand tout est terminé comme ça, et qu'on est prêt pour la mise à l'eau, il faut aller consulter le devin qui vit ici à Bello-sur-Mer. J'interroge les sikides qui permettent de communiquer avec les ancêtres. Quand les charpentiers veulent mettre un bateau à l'eau, ils viennent toujours me voir pour faire un tirage divinatoire. Est-ce un jour faste ou un jour néfaste pour la mise à l'eau? Ce sont les ancêtres qui décident. Et s'ils ne sont pas d'accord, il faut attendre. Et ceux qui partent quand même, leur bateau fait naufrage. Tant pis pour eux. Cette goélette, c'est moi qui l'ai construite. Je suis partie en forêt chercher un gros morceau de bois que j'ai sculpté avec une hache pour lui donner le gabarit du bateau. Ensuite, j'ai fait tout le gréement. Voici le bout de dehors. Voici le grand mât. Ici, c'est la voile de misaine. Et là, le foc. C'est exactement comme les grandes. Je connais tout ça parce que j'apprends le travail avec mon père. Quand je serai grand, je ferai ce métier, car on gagne bien sa vie. On peut acheter un groupe électrogène pour avoir un bar avec la sono. Je vois des gens qui font ça, ici à Bello, et ça me donne envie de faire pareil. Autre voyage hors du temps vers une denrée née de l'eau et aussi précieuse qu'elle, le sel. Dans cette région de pêcheurs, il est utilisé pour la conservation du poisson. Les vastes étendues, bordant le littoral ouest de Madagascar, sont propices à la création de marais salants. Pour faire le sel, on capte l'eau de mer. Mon travail, c'est de remplir les bassins. Quand l'eau arrive, elle contient 5% de sel et on la laisse dans les bassins jusqu'à 18%. À ce moment-là, elle est presque toute évaporée et on peut commencer la récolte. Demain, par exemple, là-bas, il y a des extras qui vont venir travailler. Il n'y a presque plus d'eau, pas comme ici. Le bassin est prêt, alors ils vont venir nombreux pour remplir les charrettes et faire des tas comme ça. Voilà notre travail. À peu près tous les 2 mois, après l'évaporation de l'eau, on fait appel à nous. Alors on vient pour gratter le sel et le laver, pour charger la charrette et l'emmener là-bas. Ensuite, les clients chargent leur goélette. Le Ménabé, surnommé également le jardin des baobabs, est constitué d'une succession de forêts sèches et de vastes plaines alluviales.
Menabe, littéralement, là où il y a beaucoup de rouge. Là où il y a beaucoup de rouge, ainsi se nomme la région où travaille Émilie. Ça fait 10 ans que je viens chercher du sable et de la terre dans ces collines. J'en ai besoin pour mon travail. Je viens ici parce qu'il y a plein de couleurs. J'arrive à en trouver jusqu'à 16 différentes. Pour travailler, je n'utilise aucune couleur artificielle. Toutes viennent d'ici. En bas, il n'y a que du blanc, du rose, du rouge et du violet. Bouteilles jetées à la mer immense de nos souvenirs et qui désormais emplissent nos cœurs et nos têtes des paysages apaisés de l'île, du pas lent des ébus, du balancement tranquille des palmiers et des hautes tables des baobabs. Comment alors n'être pas nostalgique de l'amitié que nous témoignent, à travers leur joie de vivre et leur hospitalité simple, les pêcheurs, les bâtisseurs de goélettes, les enfants et la population tout entière de cette île merveilleuse. China,